Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui m'est très familier, qui est Fama. Alors, qu'est-ce que Fama? Voilà. C'est cette hideuse créature que vous apercevez sur ce qui est une reproduction d'une gravure réalisée pour l'édition Sébastien Brand de Virgile de 1502. Cette image se trouve aussi sur la couverture de l'ouvrage monumental publié il y a quelques mois par Philip Hardy, Rumour and Renown, Representations of Fama in Western Literature. Philip Hardy, dans cet opus maximus, a traqué et retracé l'histoire des mots et surtout des notions de rumeur et ou de renommée dans la littérature d'Homère à Pope, et il est même allé au-delà en s'intéressant aux représentations figurées. Il a étudié la façon dont ces mots et notions étaient utilisés chez un nombre considérable d'auteurs, parmi lesquels Virgile, à qui il a donné toute sa place. Il a souligné, comme il se doit, le moment décisif que constitue, au moins au sein de la tradition épique latine, la création par Virgile d'une personnification de la rumeur renommée sous la forme d'un monstre. J'ai eu la chance, finalement, d'écrire ma thèse, qui était consacrée en gros à l'intertextualité dans l'Énéide à partir de ce monstre Fama. J'ai eu la chance d'écrire ma thèse en même temps que Philip Hardy concevait son grand livre. Il m'a en effet généreusement laissé de la place et il m'a notamment laissé toute l'analyse de détails du passage du chant 4 de l'Énéide que nous allons lire ou relire maintenant. C'est parce que Philip Hardy m'a laissé de la place que je peux encore projeter de publier mon propre livre sur Fama, et c'est parce que, après des années, ce projet est redevenu d'actualité que j'ai proposé de vous parler aujourd'hui de Fama. Au chant 4 de l'Énéide, Énée, bien accueilli par la reine Didon, est de plus en plus aimé d'elle. Junon et Vénus attisent cette flamme, et à cause d'un orage survenu lors de la chasse à laquelle les deux protagonistes ont pris part, ils se retrouvent dans une grotte où apparemment ils s'unissent. Il nous est dit que la reine ne se soucie plus de sa réputation, et c'est alors que, je vous lis le texte en traduction, et vous pouvez suivre sur l'original, la traduction est mienne. Aussitôt par les grandes villes de la Libye, rumeur va, rumeur, mal plus rapide que nul autre. Le mouvement lui donne de la vigueur et elle accroît ses forces en allant. Petite d'abord par crainte, bientôt elle s'élève dans les airs, elle avance sur le sol et sa tête se cache au milieu des nuages. La terre, sa mère, irritée de l'ire des dieux, l'enfanta comme la dernière sœur, ainsi qu'on le raconte, de Céus et d'Encélade, dotée de pieds rapides et d'ailes promptes, monstre horrible, immense, qui a autant de plumes sur le corps que Dieu vigilant en dessous, et prodige à dire, autant de langues, autant de bouches qui résonnent, autant d'oreilles qui se dressent. La nuit, elle vole entre ciel et terre, à travers l'ombre, stridente, sans faire céder ses yeux à l'appel du doux sommeil. Pendant le jour, elle siège à son poste de garde au sommet du faîte des maisons ou sur de hautes tours, et elle terrorise les grandes villes aussi acharnées à tenir le fictif ou le difforme que messagère du vrai. C'est elle qui alors, des propos les plus divers, remplissait l'oreille des peuples, en si complaisant, et elle chantait aussi bien ce qui était arrivé que ce qui ne l'était pas. Qu'Énée était venu, héros de troyenne ascendance, auquel la belle Didon ne dédaignait pas de s'unir. Maintenant, pendant l'hiver combien long, il se choyait luxueusement, captif d'une honteuse passion. Telles étaient les horreurs que la déesse faisait courir çà et là sur les bouches des hommes. Un monstre est né. Fama est donc cette créature horrible et terrifiante qui divulgue à Carthage et en Libye la nouvelle de l'union du héros Énée de la reine Didon. La personnification de la renommée, qui fonctionne plutôt ici comme la rumeur, n'a pas été inventée par Virgile. La Grèce et la littérature grecque avaient bien eu de telles personnifications, à commencer par la figure d'Ossa dans Homère et celle de Phémée dans les Travaux et les Jours d'Hésiode. On sait en outre que le poète hellénistique Rhianos avait écrit un poème intitulé Phémée, mais malheureusement on n'en connaît rien de plus que ce titre. Ainsi, c'est avec un minimum de précaution, mais avec une assez grande confiance, que l'on peut dire que la description de cette rumeur renommée personnifiée comme un monstre a été inventée par Virgile. Mais qu'est-ce que Fama? C'est aussi, comme vous vous en êtes peut-être un peu rendu compte à la lecture du passage,
un flot de réminiscences diverses, en particulier mythiques. En tant que femme oiseau, elle évoque les harpies ou certaines sirènes. Parce qu'elle ne ferme jamais l'œil, elle fait penser à Argus ou au monstre gardien de la toison d'or en Colchide. Ces réminiscences sont bel et bien là, mais le passage est en fait bien plus que cela. C'est un des passages les plus extraordinaires de toute l'œuvre de Virgile par la concentration d'intertextes qui s'y trouvent réunis. De fait, si vous vous intéressez aujourd'hui ou demain aux questions d'intertextualité, à la définition des phénomènes intertextuels ou des procédés de l'allusion littéraire, ce portrait de Fama est un laboratoire sans pareil pour penser des différences, élaborer une typologie ou tenter de placer des limites. Je vais prendre quelques exemples. On va y venir après. Fama est sans doute une invention, mais elle a des ancêtres. Virgile lui donne même une famille, nous allons y revenir. Le premier ancêtre qui se manifeste dans le texte est Eris, la personnification de la discorde telle qu'elle apparaît dans Homère au chant 4 de l'Iliade. Je lis la traduction aussi parce que le grec n'a pas survécu à l'impression. Des deux armées, l'une est poussée. Je cite un peu plus largement pour que vous ayez le contexte. Donc on est au chant 4 de l'Iliade. Des deux armées. Ah, mais le grec n'a pas survécu non plus ici, je vois, malheureusement. Bon, donc je lis la traduction. Des deux armées, l'une est poussée par Arès, l'autre par Athénée, la déesse aux yeux pairs, par crainte et déroute, par lutte. La voici, aux fureurs sans mesure, la sœur et compagne d'Arès meurtrier, qui se dresse petite d'abord, puis bientôt de son front s'en va heurter le ciel, tandis que ses pieds toujours foulent le sol. Une fois de plus, elle vient jeter au milieu de tous l'esprit de querelle, etc. De ce passage, on pourrait dire que Virgile donne une traduction vers 176 à 177 d'Énéide 4. La citation ne peut pas être littérale et elle n'est pas complète, mais il y a bel et bien ici un effet de citation en traduction. Celui-ci est légèrement corrigé par une petite touche hésiodique qui vient nous rappeler, comme je l'ai fait plus haut, qu'il est aussi question d'une mauvaise Phémé dans Hésiode, qu'il y a deux Phémé comme il y a deux Eris, en fait, dans les Travaux et les Jours. La touche est légère, mais il est sûr que le modèle hésiodique joue dans l'ensemble un rôle majeur. On va s'en rendre compte en continuant. Avant de vous le montrer, je remonte d'un vers dans le texte de Virgile. Alors oui, ça c'était la mauvaise Phémé d'Hésiode. C'était au vers pour que vous ayez les références au vers 763 et suivant des Travaux. Si on remonte d'un vers, c'est du latin, tout va bien, vers 175. Donc dans le passage, il est dit « Mobilitate viget virisquet quiriteundo ». Le mouvement lui donne de la vigueur et elle accroît ses forces en allant. On trouve ici une allusion très marquée qui assimile Fama à un éclair. C'est l'éclair tel qu'il est décrit par Lucrèce au vers 340-342 du De Rerum Natura. Donc je lis la traduction et vous pouvez observer les termes qui sont repris. Enfin, s'élançant de si loin, l'éclair doit acquérir vitesse toujours plus grande qui s'accroît dans la course, augmente sa puissance et fortifie son choc. L'allusion se déploie sur deux vers, contre un dans le texte modèle, mais la présence de plusieurs termes au même cédès métrique la garantit. Le contexte proche des vers visés de Lucrèce la renforce encore. Le portrait de Fama dans son contexte, avec surtout en fait le discours qui vient tout de suite après du roi Iarbas, mobilise en effet la critique lucrétienne de la religion, définie comme Fama Deum, comme rumeur des dieux. Donc c'est l'idée que c'est tout le bruit qu'on fait autour des dieux en leur prêtant une renommée, une puissance disproportionnée et vaine, et en s'appuyant notamment au départ sur des manifestations comme l'éclair et le tonnerre. Et la foudre. Voilà, donc je vous renvoie pour cela au vers 68 et suivant du chant 1 du De Rerum Natura. Le troisième et dernier exemple que je prendrai est un peu plus long à présenter et un peu plus subtil. Donc, il concerne les vers 178-80 du passage, c'est-à-dire vraiment la naissance du monstre. Donc, Illam terra parens, iririn tata deorum extremam, ut peribent, etc. C'est un moment extraordinaire où Virgile semble faire un coup de force avec l'expression ut peribent, comme on le rapporte, inscrire Fama dans une tradition où telle qu'il la présente, elle ne se trouvait certainement pas. Comme c'est souvent le cas avec ce genre de formule, Virgile exprime une mise à distance et l'on se demande si le but n'est pas ici plutôt de faire apparaître au contraire le caractère inédit, ou plus exactement premier de Fama. Elle est une ultime, extrêmam création mythologique, comme on le rapporte, et
comme d'ailleurs l'était la Phémé divine d'Hésiode, mais en réalité c'est une première. En même temps, ces vers, et le vers 179 en particulier, est un vers capital, forment un ensemble capital si on considère tous les vers, pour qui veut comprendre comment fonctionnent vraiment les expressions comme fama est, ou fama, faire tour, dicitour, etc. Au-delà du fonctionnement de mise à distance que je rappelle aussi que l'on s'est beaucoup intéressé à ces formules dans les années 2000, après la parution de l'ouvrage de Stephen Hines, Allusion and Intertext. On s'est alors plu à lire ces expressions comme des Alexandrian footnotes, c'est-à-dire comme des références qui seraient en réalité intégrées au texte, et surtout comme des marqueurs très visibles d'allusion à d'autres textes. Mais ce n'est pas tout. Niklas Horsfall avait lui-même étudié dans le détail les occurrences virgiliennes de ces expressions pour souligner que dans de nombreux cas, le geste de référence intertextuelle avait un caractère illusoire, sinon trompeur, parce que les traces d'aucun texte précis n'étaient en fait décelables dans les vers introduits ou signalés par la formule en question. Fama est par exemple. Le cas qui nous occupe ici, donc le ut peribent qu'on a dans ces vers, est une espèce d'entre-deux. Et d'après l'étude que j'ai de mon côté consacrée au fama est, etc. dans la poésie latine, pas seulement chez Virgile, un fonctionnement très fréquent de ces expressions consiste à signaler une référence qui n'est pas exactement vaine ou illusoire, mais qui invite à considérer la façon dont telle, disons, histoire mythique présentée par un poète B est traitée à la manière dont un poète A quant à lui traiter telle autre histoire. Et en général, il y a à la base des ressemblances pour que le lien puisse se faire. Il peut y avoir des points communs entre les sujets ou les personnages qui sont ainsi rapprochés. Ainsi, les vers 178-180 du portrait de Fama ne vont sans doute pas suffire à montrer que Fama doit beaucoup au Typhée d'Hésiode, même si extrêmement en tête de vers fait écho à ce que vous ne voyez pas, si au Plotaton, au début du vers 281 de la Théogonie. Mais la présence de ut peribent invite au moins à relever le fait que le passage est écrit à la manière d'Hésiode. Genealogia Antiqua, Hesiodea et Similis disait à propos de ce passage le grand savant du XVIIIe siècle, Christian Gottlieb Heine, et je suis complètement d'accord avec lui. Donc, voici donc cette généalogie hésiodique, mais lorsque Zeus du ciel eut chassé les titans, l'énorme terre enfanta un dernier fils, Typhée, de l'amour du Tartare, par la grâce d'Aphrodite d'or. S'agissant de Typhée, je vous rappelle encore la façon dont il est décrit dans la Théogonie, avec des vers dont le souvenir s'impose de façon franche lorsqu'on aborde le cœur du portrait physique, si je puis dire, de Fama. C'est-à-dire au vers 181-183, que j'ai repris ici en haut, ceux qui commencent par Monstroren, Dingens, qui quot sunt corpore pluma et tot, etc. Donc pour Typhée, si je relis son portrait dans la Théogonie, en traduction, cela vaudra mieux. De ses épaules sortaient sans tête de serpent d'effroyables dragons, dardant des langues noirâtres, et des yeux éclairant ses prodigieuses têtes jaillissaient par-dessous les sourcils une lueur de feu. Et il y avait des voix dans toutes ces têtes terribles, émettant de toutes les façons un son illimité. Tantôt, en effet, c'étaient des sons que les dieux seuls comprennent, tantôt la voix d'un taureau mugissant, bête altière, à la fougue indomptable, tantôt celle d'un lion au cœur sans merci, tantôt des cris pareils à ceux des jeunes chiens étonnants à ouïr, tantôt un sifflement que prolongeait l'écho des hautes montagnes. On retrouve ici le régime de l'allusion, marqué par la reprise de termes relativement nombreux et surtout par la répétition, là chez Hésiode de allotédoté puis allotédo, et ici chez Virgile de tot et totidem. Dans les deux œuvres, il s'agit de parler d'un monstre à la voix prodigieuse et surtout à la parole incontrôlable. Le Typhée d'Hésiode a été lu notamment par Andrew Ford comme un double infernal des muses dont Hésiode a reçu l'enseignement. Ce qui sort des têtes de Typhée est en effet une version confuse et cacophonique du chant ordonné, harmonieux, olympien, des muses et d'Hésiode lui-même. Ce n'est sans doute pas un hasard si Virgile a aussi glissé dans son portrait de Fama un souvenir des muses hésiodiques et de la déclaration fameuse qu'elles font vers 27-28 de la Théogonie. Nous savons compter des mensonges tout pareils aux réalités, mais nous savons aussi, lorsque nous le voulons, faire entendre des vérités.
Donc on a souvent fait ce rapprochement pour notamment le vers 188, mais aussi l'expression factat quinfecta qui peut être concernée. Tam ficti pravique tenax quam nuntia veri, c'est-à-dire aussi attaché au fictif et au difforme ou déformé que messagère du vrai. De ce rapprochement-ci, je retiendrai aujourd'hui surtout deux choses. Je n'ai pas le temps de m'attarder sur la réalité des mensonges de rumeur, même si on peut y revenir. Tout d'abord, ce rapprochement est un des indices en faveur d'une lecture métapoétique de Fama, qui est sans doute à un premier niveau la rumeur de Carthage, mais qui, comme son nom l'indique, nous parle aussi sans doute de la tradition, dont la muse est elle-même une figure, et de la parole épique. Deuxièmement, ce rapprochement n'est pas de ceux qui sont le plus marqués. Au fond, il pourrait figurer au nombre des réminiscences par lesquelles j'avais commencé. C'est une réminiscence un peu plus appuyée, sans doute, mais il m'autorise tout de même à faire un dernier point à caractère théorique, ou surtout méthodologique en fait, en matière d'intertextualité. Dans l'ouvrage important dont je rappelais le titre tout à l'heure, Allusion and Intertext, Stephen Hines avait proposé plusieurs expériences pour tester les limites de l'allusion, dans l'idée, si possible, de mieux définir cette dernière. Mais il avait notamment fait apparaître à quel point il est difficile et parfois aléatoire, risqué, subjectif, de ne pas traiter tel écho qu'un texte fait à un autre texte comme une authentique allusion, parce qu'elle relèverait en fait d'une manière de parler commune, par exemple. On peut penser à un proverbe, et il y en a dans Fama, ou encore parce qu'elle tiendrait seulement au fait que les deux auteurs concernés sont en train d'écrire dans la même tradition générique, éventuellement à propos du même objet. Pour ces fausses allusions, ou prétendues fausses allusions, Stephen Hines parlait de bruit de fond, background noise. Or, j'ai toujours été fascinée par la possibilité que Fama contienne déjà une réflexion sur un problème similaire. Certes, pour Virgile, il ne s'agissait pas de proposer une définition de l'allusion littéraire, une notion qui n'existe pas dans le sens que nous lui donnons chez les anciens, mais il pouvait en revanche s'agir de réfléchir sur la difficulté pour un auteur, surtout pour un auteur épique, et encore plus pour un auteur épique qui avait entrepris de refonder le genre épique à Rome. Il pouvait s'agir de réfléchir sur la difficulté de maîtriser le caractère immense, d'allure infinie et d'apparence incontrôlable de la tradition littéraire antérieure, et de le contrôler pour pouvoir faire émerger sa parole au milieu de tant de déjà dit. Envisager cette possibilité permet ainsi de lire ce texte en tenant compte de tous les souvenirs de lecture qu'il fait venir à l'esprit et dont il offre très vraisemblablement un recyclage vertigineux. J'emprunte exprès cette expression à Christian Jacob qui parle à ce moment-là des œuvres poétiques des Alexandrins, Polonios de Rhodes et Callimaque en particulier. Et en fait, Callimaque peut permettre de résoudre un certain nombre de problèmes soulevés par le texte et par son interprétation en termes métalittéraires. Je terminerai ce premier parcours, qui est la partie la plus longue de mon exposé, je vous rassure, par la mention du souvenir ou même du bruit de fond qui est peut-être le moins audible ou visible parce qu'il est en réalité présent partout dans le passage. Il s'agit de la réécriture et même de la réincarnation en quelque sorte que Virgile présente à travers sa Fama de ce bruit de fond hyperbolique ou paradigmatique que constitue un topos. Et ce topos n'est pas n'importe lequel, puisque c'est celui que les auteurs épiques après Homère ont eu tendance, en tout cas à Rome, à identifier comme le topos définitionnel de l'épopée. Je veux parler du topos des many mouths, des nombreuses bouches, que l'on trouve pour la première fois à la fin du catalogue des vaisseaux au chant 2 de l'Iliade. Vous n'avez pas la référence, c'est au vers 484 et suivant. Et maintenant, dites-moi, muse, habitante de l'Olympe, car vous êtes, vous, des déesses, partout présentes, vous savez tout. Nous n'entendons qu'un bruit, nous, et ne savons rien. Dites-moi quels étaient les guides, les chefs des Danaens. La foule, je n'en puis parler, je n'y puis mettre des noms. Eussé-je 10 langues, eussé-je 10 bouches, une voix que rien ne brise, un cœur de bronze en ma poitrine. À moins que les filles de Zeus qui tient l'égide, les muses de l'Olympe, ne me nomment alors elles-mêmes ceux qui étaient venus sous Ilion. Je dirais en revanche les commandants des nefs et le catalogue est produit. Le jeu épique iliadique ne pouvait imaginer de devenir un monstre, on peut repenser à Typhée, pour être capable de faire ce que seules les muses sont capables de faire, tout dire, et encore, puisque leur privilège semble être surtout de pouvoir sélectionner au sein d'une somme de connaissances infinies les informations les plus importantes. Le jeu épique de l'Énéide s'efface au chant 4 au profit d'un monstre qui se donne des airs de muse et qui en outre semble pouvoir incarner ce poète, non pas idéal mais horrifiant,
capable non pas de maîtriser la tradition ni opérant une sélection précisément, mais de donner voix à la foule, même à travers des bouches innombrables, et pour des discours innombrables et sans doute, pour finir, incompréhensibles. Ce lien de Fama avec le topos des nombreuses bouches et avec le passage si célèbre d'Homère est validé par la suite dans l'Énéide, tout d'abord par les liens que Virgile va établir entre Fama et le chant 6. Je ne les ai pas illustrés par des passages qui auraient été trop nombreux. Donc il établit un lien entre Fama et le chant 6, en particulier avec le personnage de la Sibylle, à qui il confie dans l'Énéide la réécriture visible, claire et nette, du topos des nombreuses bouches. Les poètes épiques ultérieurs, dont je parlerai pour finir, renforcent aussi ce lien, en confirmant le lien entre Fama et la voix de l'épopée latine, ou en tout cas de la voix épique qui se manifeste dans leur propre épopée. Dans l'Énéide, la possibilité que Fama puisse refléter quelque chose de la voix épique de cette épopée dans son ensemble paraît contredit par la nature de cette dernière. Elle est sans doute plus complexe qu'on a voulu la faire apparaître lorsqu'on en a fait l'œuvre classique par excellence, mais elle n'est pas l'œuvre cacophonique que le monstre pourrait faire craindre, heureusement. Je reste néanmoins convaincue que Virgile a posé dans ce passage le problème du contrôle de la tradition immense, hétérogène qu'il lui a fallu à lui-même affronter. Et je pense que cette interrogation est ici rendue pertinente à contrario par le fait qu'il est peut-être en train de commettre son innovation la plus grande, celle qui regarde les amours entre Énée et Didon. Nous ne saurons sans doute malheureusement jamais si, comme Fama, ces amours ont été vraiment inventés par le poète, mais la présence de Fama, si credere digna est, dirais-je, m'incite tout de même à le penser. Philippe Hardy explique ainsi la raison d'une représentation du poète, donne ainsi la raison d'une représentation du poète épique sous la forme d'un monstre et de sa parole comme un mâle. Au début du texte, vous avez Fama malum. D'après lui, Virgile aurait été très conscient, c'est une hypothèse aussi pour Philippe Hardy, mais Virgile aurait été très conscient de commettre une invention contestable, notamment parce qu'elle privait la reine Didon de sa très bonne renommée antérieure et en fait postérieure, puisque les lecteurs ultérieurs de Virgile, notamment ses commentateurs, aiment à rappeler que non, Didon est une femme casta et uniwira. Pour ma part, je pense qu'il y a plus que cela, déjà chez Virgile, et que la voix épique se présente ici comme monstrueuse parce qu'elle révèle quelque chose qu'elle n'aurait pas dû révéler. Au minimum, elle va contre le fonctionnement normal de l'épopée en mettant à mal aussi la renommée de son héros. Au maximum, elle parle peut-être de la guerre entre Antoine et Octavien, mais là on entre dans l'allégorie politique et ça devient encore plus une hypothèse. En outre, vous devez savoir que Fama réapparaît ensuite dans l'épopée de Virgile. Alors elle n'est plus un monstre, mais on peut souligner tout de même les rapports étroits entre Fama et un monstre, c'est-à-dire l'Éris de l'Énéide, la Furie Alecto qui apparaît au chant 7. Fama est liée à la guerre, au sein de laquelle elle publie les mauvaises nouvelles. En effet, à partir du chant 9, elle se spécialise dans cette fonction de messagère de deuil et elle semble s'y complaire. Donc c'est elle qui annonce régulièrement les morts importantes, les morts de jeunes gens en particulier dans le récit. Ce faisant, elle semble mettre en avant toute la douleur dont se charge la parole épique, surtout quand cette dernière s'est choisi un sujet qui devient de moins en moins tolérable. Je pense à ce propos à la dernière intervention du narrateur dans l'épopée de Virgile, au chant 12, où est pointée potentiellement l'absurdité de la guerre dans le Latium qui oppose des peuples appelés à être frères. Les successeurs épiques de Virgile ont su faire le lien entre les différentes facettes de Fama dans l'Énéide. Et quand ils ont composé leur version, leur propre représentation du monstre, ils ont souvent mis en avant le fait que cette créature ou cette parole figurait bien le genre épique et qu'en l'inventant, Virgile avait contribué de manière décisive à la réinvention de l'épopée latine. Autrement dit, le cas de Fama permet de comprendre concrètement comment Virgile a été ou a fonctionné, si je puis dire, en tant que nouveau fondateur, ou même primus inventor, si on pense aux revendications de l'époque augustéenne, du genre épique. Je vais vous donner quelques exemples choisis, mais notez bien que tous les successeurs épiques de Virgile jusqu'au Flavien donnent une descendance à la Fama de Virgile. Donc tous réécrivent à leur manière le passage, et même parfois l'éclatent, si bien qu'on a plusieurs représentations de Fama dans leurs poèmes. Certains la démythologisent, c'est surtout le cas de Lucain. D'autres la dédoublent ou la redoublent en créant une autre figure qui reprend des traits de Fama. C'est le cas notamment de la personnification de Pawor, l'épouvante, chez Stas. Par-delà ces variantes, il est clair que Fama a été vue et traitée comme un topos,
à son tour, désormais essentiel, incontournable pour le genre épique, et un topos très important parce qu'il engage la définition même de l'épopée. Alors, le texte est long, mais on ne va pas le lire en entier, mais il aurait été difficile, injuste ou inexact de ne pas mentionner l'étape représentée par Ovide, même si je suis virgilienne, je rends la parole à Ovide. En effet, Virgile a peut-être inventé Fama, mais Ovide, lui, a su très peu de temps après déjà la réinventer d'une manière importante et incontournable pour les traitements suivants. Ovide a notamment corrigé ce qu'il y avait de trop extravagant dans l'invention de Virgile, en reconnaissant pour sa part que Fama n'était pas physiquement représentable. Et ça, c'est vraiment un problème, si vous vous souvenez de la première image, là, qui est assez exceptionnelle parce que ça nous permet vraiment de voir un monstre. C'est vraiment un problème de la Fama de Virgile, c'est que même s'il y a des détails d'ordre physique, on a bien du mal à se la représenter. Ça paraît impossible, invraisemblable. Ce qu'Ovide décrit au début du chant 12 des Métamorphoses, ce n'est pas Fama, mais sa demeure. C'est la domus de Fama. Alors, nous ne relirons pas tout le passage, mais je voudrais souligner deux choses. Tout d'abord, c'est la place qu'Ovide accorde à cette description allégorique, qui montre qu'il a bien lu le passage d'Énéide 4 comme une représentation de la tradition épique gréco-latine et comme l'emblème d'un nouveau départ pour cette tradition. Ovide place en effet cette description en amont de sa réécriture de tout le cycle troyen, autrement dit, surtout des épopées homériques et de l'Énéide. La deuxième remarque est qu'Ovide entérine la valeur métapoétique de Fama, mais en lui donnant une signification, une application singulière propre à son œuvre. Alors prenons les vers les plus importants à cet égard, les vers 57-58. Donc il est question des habitants de la demeure qui sont des Werba et des Rumores, comme il se doit. Parmi eux, donc il a été question de certains qui emplissent de leur conversation les oreilles disposées à les recevoir, et d'autres, narrata feruntalio, donc portent ailleurs ce qu'on leur racontait. Mensuraco efficti crescit, c'est la taille de la fiction ne cesse de croître. Et auditis aliquid novus audicit auctor. Chacun ajoute à la nouvelle, à ce qu'il a entendu et dont il est devenu le garant, à auctor quelque chose de son cru. Le fonctionnement de la tradition que reflète l'évocation du fonctionnement de la rumeur au sein de la domus coïncide également avec le fonctionnement des métamorphoses elles-mêmes, de la structure narrative de cette épopée, où la nouvelle d'une métamorphose est souvent ce qui amène le récit d'une autre métamorphose, où le bouche à oreille, en somme, joue le rôle de principe structurant, sinon moteur, du récit. Voilà, donc ça c'est la première réécriture vraiment importante parce qu'elle a aussi elle-même au fond un rôle paradigmatique par la suite. Le deuxième exemple que j'ai sélectionné, c'est celui de Valerius Flaccus, qui donne à Fama une grande scène dans les Argonautiques. Donc c'est en effet celle des trois épopées flaviennes où Fama est le moins sollicité au fond. Ça s'explique aussi par le fait que les Argonautiques sont assez différentes en fait, des Punica et de la Thébaïde. Alors, on est au chant 2, dans l'épisode de Lemnos, où Fama est à Vénus ce qu'Alecto était à Junon au chant 7 de l'Énéide. C'est-à-dire que Valerius Flaccus réécrit Fama et en même temps Alecto, c'est-à-dire celle qui dans l'Énéide était inséparable de Fama au fond. Fama est peu décrite, mais elle agit et elle parle. Elle répand auprès des femmes de Lemnos le bruit que leurs maris reviennent de Thrace avec des concubines et projette de les chasser au profit de ces femmes étrangères, ce qui va ensuite les amener à commettre le massacre de leurs époux. Alors, regardons seulement la façon dont Vénus s'adresse à cette rumeur, au vers 128-130. Et cunctas mi verte domos, bouleverse pour moi tous les foyers. Qualis bella soles, comme tu sais courir pour annoncer les guerres. Cum milletubas armataque campis agmina et numerum flatus cum fingis ecorum. En inventant 1000 trompettes, lorsque tu inventes 1000 trompettes, les bataillons en armes et dans les plaines, et l'hennissement d'innombrables chevaux. Je tenais à citer la traduction Soubirant parce qu'il se trouve que je travaille dessus en ce moment. Alors, ce qui est remarquable ici, c'est que Valerius Flaccus prête à Fama des aptitudes dont elle ne va pas user dans l'épisode, puisqu'au fond, celle qui joue vraiment le rôle de à la fois la fama belli, la rumeur guerrière, et en même temps qui reflète le plus l'activité du poète épique dans le passage, c'est Vénus.
parce qu'il y a une espèce d'exploit de la part du poète ici qui consiste à donner à Vénus le rôle de Mars. Il n'empêche qu'il l'a décrit de cette manière. On dirait en fait alors que ce qu'il donne plutôt dans ses vers, c'est la définition de la parole épique elle-même, du moins d'habitude quand il s'agit d'épopées guerrières, et indépendamment de ce que fait précisément Fama dans cet épisode. En fait, si vous regardez ce que je vous ai mis tout de suite après, c'est-à-dire des passages équivalents parce qu'eux aussi reflètent la façon dont Fama est la voix de l'épopée. Je vous ai mis des passages de Stas et aussi de Pétrone, du Bellum Kiwile que l'on a dans le Satyricon. Surtout le passage de Stas, ça me fait voir à quel point celui de Valerius a cette portée, surtout parce que chez Stas, on est alors dans le portrait de Pawor. On retrouve l'incipit de l'Énéide, Arma virum pulsus quimitatur et quorum. Donc il n'y a pas seulement les chevaux, mais aussi les armes des héros. Dans l'épisode de Lemnos, ce n'est donc pas Fama qui imite les bruits de la guerre, mais Vénus elle-même qui se prend ici pour Mars, je vous le disais. Le poète lui-même a de la peine à assumer dans ce passage le récit de la guerre en question, en l'occurrence le massacre commis par les Lemniennes sur leurs époux. Ce poète dit au vers 216 et suivant « Comment pourrais-je, moi, évoquer tout du long l'aspect de tant de crimes, de destins abattus ? Là, quelles horreurs m'a conduit le cours du poème, quelle série commence ? Oh, qui interromprait un récit véridique et de cette vision délivrerait mes nuits ?» Par ces vers, Valerius Flaccus rend hommage à ce que la parole épique latine est devenue après Virgile et même après Ovide, c'est-à-dire avec Lucain. C'est une parole qui se présente elle-même comme monstrueuse parce que ce qu'elle relate, la guerre civile ou la guerre fratricide, si l'on pense à Stas, est un néfaste. Chez Lucain, puis chez Stas, l'on aboutit ainsi à des définitions complètement renversées de l'épopée, devenu ainsi un poème qui, comme malgré lui, perpétue des événements abominables, infâmes, qui auraient dû rester de l'ordre de l'indicible. Donc, regardons simplement l'extrait de la Thébaïde de Stas qui se rapporte à cela. On est après la mort des deux frères et voyez la fin. Que la postérité ne garde pas mémoire d'une monstrueuse infamie, monstrum infamé, voilà l'objet de l'épopée, combat abandonné au seul récit des rois. Donc on refuse finalement la renommée telle qu'elle était jusqu'alors associée au genre. Et on a là la descendance la plus radicale, la plus sombre de la monstrueuse Fama inventée par Virgile. En effet, et pour conclure, Virgile a certainement inventé la créature monstrueuse qui surgit brusquement au chant 4 de l'Énéide, parce que nul n'aurait pu assembler de la même manière les pans de la tradition et surtout les voix de poètes, épiques en premier lieu, qu'il mobilise l'une après l'autre dans ce passage, pour donner corps et voix à la rumeur et au point de former une image inédite et troublante de la tradition et de la parole épique. Fama est un assemblage inédit de déjà-dits traités comme des on-dit, et ce traitement est d'ailleurs tout à fait constant dans le poème. Je pense en particulier au fait que toutes les fois que le poète se tourne vers la muse, pour lui demander, comme on le sait, plutôt que l'inspiration finalement des informations, enfin la maîtrise de la tradition plus exactement encore, eh bien à chaque fois la réponse de la muse, ou en tout cas le passage qui intervient tout de suite après, est placé sous le signe du on-dit. Il y a un recours à la tradition avec un faire tour, dicki-tour, etc. Fama est en outre, de façon un peu paradoxale, extrêmement topique. Les nombreuses voix qu'elle réunit semblent être l'incarnation ou la réalisation concrète des nombreuses voix qui figurent dans le fameux topos que les poètes transmettent depuis Homère, en le faisant d'habitude légèrement varié, celui des nombreuses bouches. D'ailleurs, ce que ce topos exprime est régulièrement le souhait qu'a le poète d'être singulier et audible au sein d'une tradition qu'il sait immense. Il y a un autre topos dont je n'avais pas le temps de vous parler en entier, mais que je signale pour finir. Il est moindre par sa signification, mais son existence, qui n'est pas très connue en fait, rend l'exploit de Virgile encore plus étonnant. Fama est en effet aussi la matérialisation et l'amplification des rumeurs qui, depuis Homère, ont toujours accompagné le mariage ou le soupçon ou le projet de mariage du héros épique. On trouve cela dans l'Odyssée au chant 6 quand Nausicaa a rencontré Ulysse. On trouve ça à la fin de l'Odyssée quand Ulysse demande à Phémios de simuler
un mariage, le bruit, le son d'un mariage. En l'occurrence, ce serait le remariage de Pénélope avec un prétendant. Et on trouve ça chez Apollonios de Rhodes, à la fois dans l'épisode de Lemnos et aussi lors du mariage de Médée. Voilà, donc même si ce n'est pas quelque chose que l'on, comment dire, ce n'est pas un topos qui est répertorié, on va dire, il est clair qu'il y a cette constante que Virgile a aussi comme fixée, signalée. Ainsi, ce qui s'observe à propos de Phama pourrait être aussi valable pour son contexte. Si Virgile a inventé l'union de Didon et Énée, il a néanmoins adossé cette union et les commentaires qu'elle suscite à un élément très stable de la tradition épique. En rappelant la présence et le poids de cette dernière, mon but n'est certainement pas de minimiser l'inventivité du poète, au contraire. Virgile nous montre comment l'on peut inventer, ou tout du moins réinventer la tradition dans laquelle on a choisi d'écrire lorsqu'on veut y faire entendre sa propre voix, ou encore lorsque, comme lui, on aspire à refonder une tradition particulière, en l'occurrence la tradition épique. C'est de cette façon que ses successeurs épiques l'ont lu, en exploitant toutes les facettes de Phama dans l'Énéide, pas seulement la rumeur de Carthage, et parfois en illustrant pleinement l'idée d'une parole et d'une renommée épique devenue un monstre.